Mes amis, on se retrouve au siège du Courrier des Stratèges avec, vous allez le reconnaître, c'est Jean-François Barnaba, figure des Gilets jaunes. Nous allons parler de la face cachée des Gilets jaunes, puisque Jean-François, tu as été... Bonjour Jean-François. Bonjour Eric. Si vous entendez la tondeuse à côté, ça va passer. Je vais essayer de récupérer le son au montage. Jean-François, tu as été une figure des Gilets jaunes. Oui, on peut dire ça, oui. Bon, on va revenir sur son expérience des Gilets jaunes. À l'époque, il faisait le tour des plateaux. Il va nous en parler. Je voulais qu'on évoque avec lui ses souvenirs des Gilets jaunes, parce que dans les mythologies françaises, il y a aujourd'hui, au fond, une construction historique de ce qu'on appelle, abusivement de mon point de vue, je suis malade, la dissidence ou la résistance. Et les Gilets jaunes en ont été une première étape ou une première phase de conscientisation. On peut dire ça ? Oui, on peut dire ça. Regardez bien la caméra, on peut dire ça. Les Gilets jaunes, c'est une dissidence, évidemment. C'est une révolte. On a dit beaucoup de bêtises sur les Gilets jaunes, et on a notamment eu tendance à considérer cette révolte comme un mouvement. Or, ça n'a jamais été un mouvement. C'est pas faute, pour ce qui me concerne, d'avoir tenté de l'organiser, de le structurer, et précisément de le faire émerger en tant que mouvement porteur d'un projet. Mais c'était peine perdue, parce que c'est un mouvement qui s'est développé. Alors on pourra revenir sur les origines, c'est intéressant, ce sera très intéressant. Mais disons que son expansion s'est faite sur des bases extrêmement horizontales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça s'est fait essentiellement par les réseaux sociaux, pour ce qui relève de l'action militante des Gilets jaunes, à une époque où les réseaux sociaux étaient peut-être certainement même un peu moins contrôlés, et je pense que cette expérience d'ailleurs a servi au réseau pour verrouiller un petit peu les choses, parce que le fait est que les réseaux à l'époque avaient permis la popularisation des actions, avaient permis vraiment de les développer. Et c'est un mouvement horizontal, parce que il n'a jamais voulu de représentation. Ça a été un long débat. Ça a été un long débat, pas tant que ça au niveau de la base. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les Gilets jaunes. Il y a plusieurs catégories de Gilets jaunes. Tu as les Gilets jaunes de l'action, qu'on peut partager entre les Gilets jaunes des rues, sur ceux des manifestations du samedi, et les Gilets jaunes des ronds-points. Ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a qu'une partie des Gilets jaunes de rond-point qui ont participé à ces manifestations de rue, notamment les fameuses manifestations parisiennes autour des Champs-Élysées. Et puis, tu as les Gilets jaunes de plateau. Dont tu étais. Dont j'étais, il faut bien le reconnaître, oui, c'est clair. Tu t'es fait tout en étant aussi acteur. Tout en étant aussi acteur. Mais c'était le cas de tous les Gilets jaunes de plateau. Ils étaient partiellement acteurs, mais évidemment très pris, pour certains d'entre eux, très séduits par tout ce qui entoure les plateaux télé, avec tout le narcissisme que ça peut suggérer. Bien. Et puis, tu avais les Gilets jaunes, je dirais les Gilets jaunes de cœur. Ceux de très loin les plus nombreux, c'est ceux qui mettaient un gilet jaune sur leur tableau de bord, et puis c'est 80% de Français, parce qu'au départ c'est bien de ça dont il est question, c'est 80% de Français qui soutiennent le 17 novembre et le 24 novembre, grosso modo jusqu'au début décembre, qui soutiennent l'action. Voilà. Donc ça, c'est les différentes catégories de gilets jaunes, mais ces gens ne cherchent pas de représentation, surtout pas. Ils sont pratiquement tous hostiles aux corps intermédiaires, déçus, dégoûtés même par les corps intermédiaires et notamment par les syndicats, et ils veulent donc ne pas avoir de représentants, et donc pas d'organisation, pas de structuration, ce qui va naturellement constituer des limites à l'efficacité de ce mouvement. Bon, on va y revenir, mais ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous racontes, parce que je vais livrer quelques secrets sur toi que je connais. Ouais.
Je voudrais que tu nous racontes, toi, ton parcours et ton... on dit ça maintenant dans les collèges, tu nous fasses ton rapport d'étonnement. Parce qu'à la base, toi, tu n'as pas participé au 18 novembre. Si. Au 17 novembre. Si. Alors, vas-y, dis-nous tout. Si. Il faut remonter avant le 17 novembre, avec un phénomène que j'avais remarqué, qui était très intéressant. Dès le mois d'octobre, le plus grand quotidien national en termes de publication, de diffusion, non, le Parisien aujourd'hui en France, hein, ouvre certaines de ses colonnes à une personne inconnue qui s'appelle Priscilla Ludowski, dont on découvre qu'elle travaille dans une banque, classe moyenne, petite classe moyenne, comme disent péjorativement, j'ai horreur de ça, cette expression, mais c'est celle qui a cours. Liée au milieu d'attaque, hein, tu vois, un peu la gauche militante. Voilà, une gauche militante. Anticapitaliste, altermondialiste. Voilà, altermondialiste, et en tout cas, c'est pas la mouvance LFI, c'est pas la mouvance NPA, c'est pas tout ça. C'est une mouvance associative. Donc c'est pas méchant. Mais très curieusement, je découvre qu'au fil des semaines, la place faite dans ce quotidien, qui est déjà la propriété d'oligarques, la place devient de plus en plus importante. Et en réalité, on sent une réelle complaisance à l'égard de ce qui est en train de se préparer, à savoir la journée du 17 novembre, qui, je le rappelle, est censée être un blocage du pays, hein, qui ne le sera que très partiel. Mais donc cette journée du 17 novembre se prépare avec une certaine complaisance de la part de cette presse. Et ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Car l'animateur vedette, par exemple, de BFM, un Éric comme toi, Éric Brunet, la famille Brunet va jusqu'à faire part de sa solidarité et de son intention même de manifester le 17 novembre avec les gens qui sont là. Ça, évidemment, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que, on n'imaginait pas ça, enfin, je n'imaginais pas ça bon. Ce qui s'est passé, je pense, c'est que, on est la deuxième année du mandat de Macron. Macron qui a été élu sur la promesse d'Achamboultou, sur la promesse de tailler dans l'État tentaculaire, dans l'hydre. Du Elon Musk au fond. Un petit peu. À la française quand même. Hein. Mais il a été élu cette fois. Et je suis certain que dans certains milieux, notamment des milieux très libéraux, et c'est le cas notamment c'est bien la ligne éditoriale de BFM, hein, qui est une ligne très libérale, eh bien on trouve que, peut-être pas pour toi, mais de connivence. Mais il pense qu'il va peut-être pas assez loin dans les privatisations, et surtout, il ne prend pas la bonne direction à travers ce projet de taxe sur les carburants, c'est-à-dire en fait d'impôts supplémentaires. Et ça, les impôts, non, c'est pas la ligne voulue par un bon nombre de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Bon. Donc je pense qu'il y a la volonté quelque part de donner un avertissement. Et quoi de plus efficace pour donner un avertissement que de mettre le peuple dans la rue, hein. Toutes les révolutions se font comme ça. Mais ça, c'est ton interprétation personnelle. C'est mon interprétation personnelle. D'éléments tangibles, de notes de service. Non, je n'ai pas de notes de service, rien du tout, mais j'ai mon vécu lorsque je me suis retrouvé effectivement à partir du 24 novembre sur les plateaux omniprésents, et particulièrement sur BFM qui voulait absolument me conserver parce que les audiences leur plaisaient beaucoup. Mais je suis le 17 novembre dans ma petite sous-préfecture au Blanc, compte tenu de ce que j'ai vu. Qui est dans l'Indre. C'est-à-dire là où on ne va jamais. Ben oui, tout à fait. On passe éventuellement si on va vers la Vendée, mais c'est à peu près tout. Et donc, c'est une blague. Oui, soyons gentils avec les Indriens. Et le fait est que
Donc je suis sur le pont du Blanc pour le blocage le 17 novembre. Donc je suis dès le départ dans l'action. Et en dépit de mon omniprésence sur les plateaux, je continuerai à participer à toutes les actions. Donc, mais tu n'es pas à Paris. Ah, je suis à Paris, si. Le 17 novembre. Ah, le 17 novembre, donc je suis au Blanc. Le 17 novembre, je suis au Blanc et dans la foule, naïvement, je me dis, un blocage, ça ne va pas durer que 24 heures. Si on veut bloquer le pays, il faut que ça dure. Bon. Et donc, je ne connais pas mes camarades blancois de blocage, puisque je viens de débarquer dans cette petite sous-préfecture depuis 3 mois. Donc, moi, on a appris 2 mots, Indrien et blancois. Voilà, exactement. Et donc, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas non plus. Mais donc, je suis sur place le 17 novembre et constatant que le 18, mon Dieu, il ne se passe plus rien, localement, je prends contact sur les réseaux avec la figure médiatique du moment, celle qui est sur les plateaux, et notamment BFM, qui s'est emparée, donc ça c'est quand même un élément qu'il faut bien prendre en compte, c'est vraiment BFM qui a sauté sur l'événement et qui l'a popularisé le plus largement. Et donc il s'appelle Jérémy Clément, voilà. Qui vient d'où? Il vient de Montargis, c'est un petit artisan de Montargis, voilà. Alors, il est artiste. C'est quoi vraiment le métier de Jérémy Clément? Parce que moi, j'ai rencontré plusieurs fois Jérémy Clément. J'ai eu du mal à comprendre son métier. Il fait de la maçonnerie, il fait de l'aménagement intérieur. C'est un petit entrepreneur local de Montargis. Qui est né à Montargis. Alors, je ne sais pas s'il est né à Montargis, notre intimité n'est pas allée jusque-là. Il y a un groupe à Montargis, cela dit. Ah, cela dit, il va se constituer, effectivement, ou peut-être est-il préexistant, je n'en sais rien. Mais il va se constituer un vrai groupe à Montargis. Il y en aura d'autres d'ailleurs qui seront un peu médiatisés, comme Côme Dunis, qui est aussi de Montargis, comme Frédéric Mezgian. Qui est Frédéric Mezgian du groupe de Montargis? Alors là, Frédéric Mezgian, c'est plus obscur. J'ai toujours eu du mal à établir de liens. Alors peut-être que c'est un lien communautaire. C'est possible. Regarde bien l'écran. C'est possible, possiblement Mezgian, un lien communautaire. Quelle communauté Mezgian, tu veux dire? Ah je pense la communauté juive de France. Ça fait plus arménien. Ça fait arménien, mais c'est pas exclusif. Mais Frédéric Mezgian ne vit pas à Montargis. Non, Frédéric Mezgian ne vit pas à Montargis, mais il est dès le départ dans la proximité de Jérémy. Et tu l'as rencontré Frédéric Mezgian ou pas? Ah ben bien sûr, j'ai passé de nombreuses heures à discuter avec Frédéric Mezgian. Bien sûr, je l'ai rencontré. Mais au départ... Non, ne change pas de sujet. Mezgian, est-ce qu'il était agent immobilier à Boulogne officiellement? Ah ça, j'en sais rien. Moi, je ne vais pas parler de son activité professionnelle. Tout ça, en plus, je vais te dire, si j'en ai parlé, je n'ai pas eu de réponse. Parce que c'est quelqu'un qui voulait clairement s'inscrire dans le secret. Voilà. D'ailleurs, il suffisait de regarder son image de profil Facebook. LinkedIn pour être précis. Voilà, costume noir, lunettes noires. Grosse barbe. Oui, vraiment quelque chose. Il faisait un peu barbouze, tu veux dire? Un peu, quoi. Enfin, un peu. Et il entretenait ce mystère. Il jouait quel rôle dans le groupe de Montargis? Je pense que c'est lui, sans en avoir la certitude, mais je pense que c'est lui qui a permis à Jérémy d'apparaître sur le plan médiatique, et notamment par des liens que Mezgian avait avec la rédaction du Figaro. Voilà, alors de liens donc, que je ne connais pas, je ne peux pas te détailler, mais regarde bien. Je pense que c'était ces liens qui ont fait que Jérémy Clément est donc, a priori, sur BFM, après le 17 novembre, un peu la figure de ce mouvement. Et donc je le contacte. Attends, parce que je suis responsable éditorial, donc donc quand tu dis je pense que c'est lui qui a mis Jérémy Clément en contact, notamment avec le Figaro. Oui. Est-ce que ça repose sur des... Ça repose sur... Tu as lu dans une boule de cristal? Non, je n'ai pas lu dans une boule de cristal. Des débuts d'éléments objectifs. C'est des éléments de conversation qu'on a pu avoir. Et encore une fois, je te dis, c'est difficile parce que ce n'est pas un personnage avec lequel tu peux obtenir des réponses franches, claires, nettes. Il est toujours dans le sous-entendu,
Voilà, dans la volonté d'entretenir le mystère. Donc c'est des déductions liées précisément à ce que j'ai pu voir par la suite. Et donc je prends contact, j'y tiens avec Jérémy Clément, ami de Frédéric Mézian. Oui, mais à ce moment-là, je ne connais pas Frédéric Mézian, je prends contact avec lui sur les réseaux, je lui dis voilà, j'ai participé donc au blocage là, mais je veux vous dire, voilà quel est mon profil sociologique. Hein, il ne correspond pas clairement à celui qu'en tout cas les médias veulent donner. Toi, tu es cadre sup. Voilà, exactement. La fonction publique. Donc, moi, si je suis disponible pour vous donner un coup de main, si ça vous intéresse. Hein, et alors lui, il saute dessus, ravi, Jérémy Clément, enthousiaste. Mais bien sûr, on est ravis, c'est formidable, si vous pouvez nous aider, etc. Et il me donne rendez-vous le 24 novembre devant le Palais des Congrès, Porte-Maillot. À Paris. À Paris, à 6h du matin. Tout à coup, tu passes du blanc. Je passe du blanc à Paris. J'allais dire au noir, à Paris. Voilà, je passe à Paris. Et donc, on a rendez-vous à 6h du matin devant le Palais des Congrès. Et à ma grande surprise, dès 6h, il y a des groupes de journalistes indépendants qui sont là en quête d'interviews, de scoop, de je ne sais quoi. Et Jérémy me présente comme le loup blanc, voilà un monsieur qui va nous aider, etc. Un haut fonctionnaire. Tu l'avais déjà rencontré, Jérémy, à part les contacts jamais, Facebook? Juste les contacts Facebook, c'est tout. Et comment il avait deviné que tu allais les aider? Ah bah c'est moi qui lui ai fait, j'ai fait une offre de service. Comment il s'est dit que tu avais la carrure pour tenir le poste? Bah, nos échanges téléphoniques, hein, je pense que c'est ça qui... Mais attention, le poste, au départ, c'est juste un rendez-vous. Je te dis, il y a des journalistes qui se présentent. Naturellement, comme Jérémy me présente à eux, ils m'interviewent. Il y a une équipe de France 24 qui arrive et qui demande si elle peut me suivre sur la manifestation qui va avoir lieu tout à l'heure. Bon, j'accepte, bien entendu. Et puis voilà. Et puis la manifestation a lieu en milieu de matinée. Évidemment, les journalistes te suivent. Voilà, tout à fait. Impossible de rejoindre l'Arc de Triomphe, car Castaner instaure le désordre de manière avec une tactique extrêmement efficace. Donc on ne parvient jamais, on est obligé de redescendre sur la Porte-Maillot. Et en fin de matinée, donc, je suis avec cette équipe de journalistes et Jérémy, je n'est pas à proximité. Et brutalement, il surgit devant moi et il me dit je suis dégoûté, voilà que toute la semaine j'ai expliqué sur les plateaux télé que je voulais que ce soit pacifique, qu'il n'y ait pas d'incident et tout, et voilà, c'est la violence partout, donc je ne sais plus quoi dire. Et toi, tu avais assisté à la violence? Alors oui. Moi j'ai vu comment les forces du désordre avaient organisé la violence. Ça c'est, tu sais, pour les gens de ma génération qui ont connu l'après 68, et même qui l'ont fait. Ah non. 68, non, j'ai pas fait 68. 68, je me suis contenté d'aller au quartier latin, constater la vacance de toute autorité. Ça, par contre, ça m'a marqué, j'avais 12 ans, et pour moi c'était impensable de voir cette situation, surtout que j'avais grandi avec l'image du général de Gaulle, et de voir Paris dans cet état, et l'absence totale de représentants du pouvoir, une sorte d'anarchie. Bon. Mais donc pour en revenir à Jérémy, il me dit, je ne sais plus quoi raconter sur le plateau, j'ai un plateau BFM à 18h. À ce moment-là, il commence à me tutoyer, il me dit, tu veux pas y aller à ma place? Je dis, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Et effectivement, c'est comme ça. Alors, bon, tu vois, comme dirait Pierre Boulez, si on va trouver ça un peu pédant, mais à la fois, un compositeur. Par volonté et par hasard, c'est un bouquin qu'il a écrit, hein, c'est à la fois par volonté et par hasard que je me suis retrouvé sur ce plateau BFM, et ce sera le prélude à des semaines de présence sur les plateaux télé. Combien et donc, de semaines parisien. à peu près? Je dirais 4-5 semaines, vraiment intensives. Un mois de médiatisation. Non, ça s'est prolongé. Ça s'est prolongé jusqu'au début de la campagne des européennes. Parce que là, il s'est passé quelque chose. La médiatisation intense, elle a surtout été intense jusqu'à, je vais te dire quand, jusqu'à un sondage.
C'est-à-dire que donc je suis sur les plateaux télé à partir du 24 et dès 24 novembre 2018 et dès la semaine suivante, j'évoque, parce que bon, je pense que j'ai suffisamment développé, décrypté, comme on dit, les aspirations de cette révolte, et je passais à l'étape suivante, et j'évoque un peu le fait d'investir le champ institutionnel, et donc il y a une échéance électorale qui va venir, et je suggère qu'effectivement il y a une liste connotée Gilets jaunes qui se constitue. Et une semaine plus tard, 8 jours plus tard, j'en parle abondamment sur les plateaux, et le premier sondage fait, en intégrant au panel ce projet de liste Gilets jaunes, les résultats tombent. Et il donne la Macronie autour de 20%, et derrière, au coude à coude, la liste du Rassemblement national et la liste étiquetée Gilets jaunes. Et alors là... Panique. Je peux te dire qu'au château... Panique à bord. Au château, c'est panique à bord. Et du jour au lendemain, dans la semaine, BFM qui m'invitait 2 à 3 plateaux par jour, plus aucune invitation. Terminé, rideau complet, micro fermé, total. Alors il y a d'autres chaînes qui vont prendre le relais parce que ils ont remarqué que ça faisait de l'audience. Donc il y a LCI, il y a France Info qui s'y mettra plus tard aussi. Parce que France Info et les médias en général, donc de France Télévisions, les médias du pouvoir, sont très réticents au début. Très réticents au début, parce que comme la gauche radicale, ils soupçonnent l'extrême droite d'être un petit peu à la manette, aux manettes, et de tirer un peu les ficelles de tout ça. Ce qui est une absurdité. On va y revenir. On y reviendra. Mais en tout cas, voilà, ils y viennent plus tard. Raconte-moi les fins de manifestation, parce qu'en fait, comme tu le dis, moi, je note que tu arrives et tu es mis en piste très vite par Jérémy Clément. La fin de manifestation, donc il y a des émeutes, il y a des violences, il y a des la police boucle les Champs-Élysées. Les manifestations se terminent comment? Est-ce qu'il y a des rendez-vous à la fin des manifestations? Non. Des gens qui se rencontrent? Non. D'abord, les manifestations, c'est pas une manifestation comme on peut la concevoir à l'initiative des organisations syndicales ou des partis politiques, avec un parcours défini, une autorisation préfectorale, et puis donc un ordre de dispersion, les petits discours qui vont bien à la fin, etc. Bon, il n'y a pas tout ça. Tout ça est très spontané. Sur ce qui concerne Paris, n'oublions pas, encore je veux surtout rappeler qu'il y a les ronds-points par ailleurs, où l'essentiel des Gilets jaunes est sur les ronds-points. Mais pour les manifestations parisiennes, c'est direction Arc de Triomphe, direction Champs-Élysées. Voilà, c'est la volonté de converger vers les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe, et donc de se trouver pas loin de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Voilà, c'est ça qu'il y a, et peu importe comment, tous les moyens sont bons pour essayer de se rapprocher. Donc c'est ça, et évidemment, donc pendant plusieurs heures, ce sont ces tentatives-là, qui se heurtent à une répression de l'appareil d'État qui va aller croissant au niveau violence. On mesure pas la violence, je pense que beaucoup de gens sont passés à côté de la violence qui a été utilisée. Ce qui est révélateur de ce point de vue-là, par exemple, sont les armes utilisées. Les grenades. La grenade l'IF-4, qui est une grenade à la fois assourdissante, qui est une grenade qui a un effet de souffle puissant, qui génère des blessures gravissimes, et en même temps qui développe un gaz à forte composante chlorée, qui est évidemment très dur. Les grenades de désencerclement. Ces grenades de désencerclement, ce sont des grenades à fragmentation. C'est la famille de la fragmentation. C'est-à-dire que ça envoie 18 billes de manière circulaire autour des gens dans le périmètre que l'on veut dégager, et qui dégagent du gaz CS, du gaz poivre. C'est monstrueux. Ces armes, comme le LBD, administrativement, sont classées 6e catégorie
arme de guerre faiblement létale. C'est la classification administrative des armes qui sont utilisées par le pouvoir très rapidement, dès le 24 et surtout à partir du 1er. Il y a 2 journées extraordinaires de ce point de vue-là, qui sont le 1er décembre et le 8 décembre. Et là, la réponse du pouvoir est à la hauteur de la peur qui le prend. C'est une peur panique que moi je sens à travers ce que les journalistes m'en disent sur les plateaux. Et l'intervention par exemple de Bernard Arnault, qui va être à l'origine de celle de Macron annonçant le renoncement à la taxe sur les carburants et l'augmentation de la prime d'activité. C'est directement d'après les journalistes qui m'en ont parlé, Bernard Arnault qui a fait pression, parce que les expressions utilisées, c'est nos têtes vont finir sur des pics. Oui, puis il faut dire que Bernard Arnault a un magasin sur les Champs-Élysées. Ah oui, en plus. Et que c'est quand même le samedi qui fait son meilleur chiffre d'affaires. Oui, là, ça l'aide pas si c'est un poil gênant. Samedis, un poil gênant. Surtout à l'approche de Noël. C'est sûr. Mais le fait est que, très sérieusement, on a vécu, là, à ce moment-là, deux journées de point de bascule atteint. C'est-à-dire une violence de masse, répondant d'ailleurs à une provocation étatique, parce que moi je peux le détailler et expliquer quelle stratégie a été mise en place pour générer la violence de manière très, très, très pratique, très concrète. Et donc la crainte est énorme, surtout après le 1er décembre. Je rappelle, c'est la journée du saccage de l'Arc de Triomphe, qui n'est évidemment Parle-nous du 1er décembre. Mais parle-nous de la fin du 1er décembre, parce qu'en fait, moi j'ai eu plusieurs versions du même truc. Ouais. Dis-nous ce qui se passe. Est-ce qu'il y a ou pas, je vais lui poser la question directement pour lui rafraîchir la mémoire, est-ce que oui ou non, dans l'après-midi du 1er décembre, il y a une espèce de rendez-vous ou de point de rassemblement en bas des Champs-Élysées, dans un hôtel particulier, d'un certain nombre de figures qui se retrouvent, ça t'évoque pas quelque chose? Moi, je suis pas... moi j'y suis pas en tout cas. Ça, je peux te le dire. Et les figures en question, attention. Quand on parle des figures, des gilets jaunes, comme je l'ai dit au départ, tu as plusieurs catégories. Tu as les gilets jaunes de plateau. Aucun des gilets jaunes de plateau, ils sont un certain nombre. Déjà à ce moment-là, il y a des gens comme Aïk Chaïnian, il y a des gens Aïk Chaïnian, géorgien de mémoire. Non, arménien. Arménien, une figure un peu particulière, un auto-entrepreneur, ex des jeunesses socialistes, révolutionnaire arménien. PS de Marseille. Ouais, voilà, tout ça, un peu bon. Beau gosse, donc énorme succès auprès de ces dames. Qui est celui qui a quelques liens, mais pas très étroits, avec les gilets jaunes de réseau, qui sont ceux qui organisent les manifestations. Alors, qui sont ces gilets jaunes de réseaux sociaux? Il y a un triptyque qui est composé de Priscilla Ludotsky, d'Éric Drouet, qui est censé être celui qui est à l'origine du gilet jaune. Tu y crois? J'ai eu beaucoup de versions. Oui, voilà. Le mythe, c'est que c'est dans sa cabine, puisqu'il est le camion, qu'un de ses collègues aurait eu l'idée, en voyant le gilet jaune sur le tableau de bord. Enfin bon, voilà. Et puis troisième, c'est Maxime Nicole. Voilà, donc eux, ce sont les organisateurs. Les influenceurs. Ce sont les organisateurs des actions. Et donc il est possible qu'ils se soient retrouvés là où tu dis, en bas des Champs-Élysées. Moi personnellement, je te dis, je n'y suis pas. Et les Gilets jaunes de plateau, je ne dis pas qu'eux s'y sont retrouvés. Moi j'ai entendu une version où il y avait le 1er décembre, après les événements de l'Arc de Triomphe, une espèce de rendez-vous assez spontané où les gens se sont croisés en bas des Champs-Élysées dans un hôtel particulier. Après cette journée du 1er décembre, moi je ne peux pas y être car je suis invité sur une grande soirée France Télévisions, France 2, animée par Salamé et puis Delahousse si je me souviens bien, avec le personnel politique s'il te plaît. Je suis placé à côté de Jean-Luc Mélenchon, petite anecdote d'ailleurs, en arrivant sur le plateau, donc tu sais on attend naturellement avant qu'on nous dise de nous installer à nos places respectives,
Et je vois arriver derrière moi Jean-Luc Mélenchon. Je ne savais pas qu'il était un invité, parce qu'on ne m'avait pas communiqué la liste des invités. Et Mélenchon arrive derrière moi, et puis il s'approche et il me dit je vais vous dire, pour moi c'est fini. On sent là une forme de frustration. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant longtemps, il a essayé d'agiter la rue. Hein. Il a organisé plusieurs manifestations, plusieurs opérations comme ça. Qui ont eu des petits succès, quoi, mais bon, c'est jamais allé bien loin. Or, il est clair que Mélenchon, ça remonte à sa jeunesse, il a toujours le fantasme de la prise de pouvoir insurrectionnelle. Il a ça dans ses gènes. Et là, voilà qu'il se passe quelque chose qui y ressemble, mais il n'y est pour rien. Alors il s'approche et il me dit, bon, moi c'est terminé, de toute façon c'est fini, bon voilà, les élections, c'est fini, c'est à vous de prendre le flambeau. Bon, il ne me connaît pas, hein, pas du tout. Et je te le dis, essentiellement au départ, LFI considérait le 17 novembre que c'était une histoire de facho, hein, ou presque. Bon. Et puis là, bon, ben, devant l'évidence qu'il y a un mouvement extraordinaire qui se produit dans la société et dans la rue, les deux. Hein. Les deux, parce que ce que je constate aussi le 1er et le 8 novembre, de la part de Parisiens, de Levalloisiens, parce que je suis chez mon fils dans toute cette période, qui habite Levallois, et c'est un phénomène qui est propre d'ailleurs aux situations révolutionnaires, qui est le consentement à la violence de la part de gens qui, a priori, franchement, moi j'entends des gens, le 1er novembre, des gens qui habitent dans l'avenue de la Grande Armée, qui crient « Défendez-vous ! Vous avez raison, défendez-vous !» Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je sens, je t'assure, je sens dans la société française, il y a un consentement. Les gens ont pris résolument parti de cette révolte, parce que elle parle un peu à tout le monde, c'est vrai. D'abord sur l'histoire des impôts, des taxes, donc forcément c'est un thème qui est extrêmement porteur. Et puis il y a le phénomène général de paupérisation des classes moyennes, qui, bon, voilà, il y a des moments historiques comme ça, des anomalies, on ne sait pas pourquoi, une goutte qui fait déborder le vase, et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Et le 1er novembre et le 8 novembre, surtout le 8 novembre, le 8 décembre, pardon, le 1er décembre et 8 décembre, surtout le 8 décembre, il y a suffisamment de gilets jaunes dans l'action pour que les forces de l'ordre soient vraiment à la limite de la rupture. S'il y avait eu un tout petit peu plus d'organisation, bon, alors évidemment, c'est pas pour autant que le pouvoir serait tombé, mais en tout cas, on serait allé vers quelque chose de... Qui a saccagé l'Arc de Triomphe? Alors, qui a saccagé l'Arc de Triomphe? De ce que j'ai pu en voir, des pillards. Il faut voir ce que le climat du 1er décembre. Hein. Déjà le 24 novembre, il y a eu plein de violences, et il y a plein de gens qui ont remarqué que, évidemment, d'ailleurs je te ferai remarquer que le 1er décembre et le 8 décembre, c'est pas seulement l'Arc de Triomphe qui va être saccagé, mais c'est tout le quartier qui va grosso modo de Saint-Augustin jusqu'à l'Arc de Triomphe. Hein. Et là, ce sont les boutiques qui sont fracturées, c'est du pillage. Alors d'où viennent ces gens qui pillent? Bon, essentiellement évidemment des jeunes. Certains ont dit, ouais, c'est des jeunes des quartiers qui ont déboulé. Moi, j'en sais rien. Est-ce que c'était des provocateurs de la police? Je ne peux pas le savoir. Comment veux-tu que je sache ça? Ce que je peux te dire, c'est que la plupart de ceux qui ont cassé, pillé dans l'Arc de Triomphe, en tout cas, ne portaient pas de gilets jaunes. Voilà. Et en même temps, je ne pense pas non plus que ceux-là, en tout cas une partie de ceux-là étaient des provocateurs, parce qu'ils n'étaient même pas masqués. Donc tu vois, c'était des pillards, des jeunes qui voulaient profiter de l'opportunité pour se faire un peu d'argent. Voilà. Et, ils ont fracturé les machines à pièces. Voilà, bon. Alors cela étant, il y a forcément aussi quelques jeunes gilets jaunes
qui dans cette atmosphère complètement délétère ont pu... Mais par contre, la masse des Gilets jaunes qui étaient sur la place de l'Arc de Triomphe ce jour-là, ont protégé la tombe du soldat inconnu, et deux, ont même exfiltré certains policiers en très fâcheuse posture, avec effectivement des jeunes bien équipés autour d'eux. Donc, dans ces moments-là, dans tous ces moments historiques de violence de rue, tout peut se produire et tout se produit. Mais quand même, Jean-François, après on va parler de tout ce qui va se passer après le 8 décembre, parce que le mouvement va changer de nature, mais pour clore l'origine de ce mouvement, où tu as parlé notamment du rôle important de ce groupe de Montargis, sur lequel on ne s'est pas forcément appesanti d'ailleurs, la notion de gilet jaune, ça fait quand même référence, on a du mal à ne pas penser aux révolutions de couleurs que la CIA a suscité dans un certain nombre de parties du monde. Oui, on peut suivre cette piste. Souviens-toi, ça vient aussi peu de temps après les bonnets rouges. Oui, mais je ne dis pas que les bonnets rouges sont hors champ. On ne peut pas non plus... moi, je note qu'à partir de... Moi, ce que je crois, c'est que... là, je pense qu'on voit les choses différemment. Et moi, ce que je crois, c'est que naturellement, tout ce qui est en lien et tous les organismes de pouvoir interviennent dans des situations comme celle-là. Mais moi, j'ai la conviction qu'elles interviennent davantage en opportunité que, si tu veux, en amont, en initiateur. En facilitateur, peut-être, en opportunité quand les choses se font, mais j'ai du mal à concevoir, si tu veux, qu'il y ait eu vraiment une planification de ce mouvement. C'est impossible à planifier ça. Impossible. Il y a eu, moi je note qu'il y a un mode opératoire qui a été utilisé pour les Gilets jaunes, qui ressemble beaucoup à un certain nombre de campagnes électorales qui ont eu lieu avant ou qui auront lieu après. Certains disent que Steve Bannon arrive en Europe de mémoire en mars 2018 et que les premiers groupes Facebook de Gilets jaunes, au fond, datent du printemps 2018 et qui vont mettre 6 mois à prospérer, notamment sur l'affaire Benalla, sur l'affaire de la taxe sur le carburant, mais... Oui, mais enfin, c'est pas des Gilets jaunes. Il y a une générale. Oui, il y a eu l'affaire Benalla qui a quand même marqué pas mal l'actualité du pays. Il y a aussi, n'oublions pas, la vidéo de Jacqueline Moreau, qu'on n'avait pas citée, mais qui a été un truc absolument viral, qui a fait des millions de vues. Et on ne peut pas soupçonner Jacqueline Moreau, en tout cas, de lien avec... Alors, en tout cas avec l'extrême gauche, ça c'est sûr. Alors j'ai du mal à la voir aussi en agent de la CIA, mais bon, voilà. Je pose la question plus généralement, est-ce qu'au fond, dans la foulée, puisqu'on rappelle les événements qui ont peut-être échappé à un certain nombre, le 30 août ou 31 août, Macron, à la conférence des ambassadeurs, se plaint de l'existence d'un État profond en France qui empêche tout dialogue avec la Russie. En octobre 2018, il y a un sommet de l'OTAN qui est en gros le premier sommet auquel Donald Trump participe et où Emmanuel Macron dit « l'OTAN est un état de mort clinique, il faut une défense européenne ». Le 11 novembre 2018, c'est-à-dire 7 jours avant la première manif des Gilets jaunes, Donald Trump vient à Paris, de mémoire c'est le 9 ou le 10 novembre, il stationne sur l'aéroport de Vatry, il fait des tweets extrêmement anti-Macron. Pendant les commémorations du 11 novembre, il fait des tweets pro-Macron, il reprend l'avion et il fait des tweets très anti-Macron en disant c'est une marque de fabrique. Macron est très impopulaire dans ce pays et d'ailleurs ça va se voir. Est-ce que c'est quand même troublant? Oui, non mais je peux être troublé comme toi, mais si tu veux, moi je ne peux qu'apporter un témoignage objectif
de ce que j'ai vécu, et je ne peux pas apporter de preuves d'une éventuelle implication effectivement des services dans la préparation, l'organisation de la neutralisation. Voilà, je peux ni confirmer ni infirmer ce que tu dis. J'ai pas d'éléments tangibles pour les gens qui nous regardent, voilà. Alors Jean-François, on se rencontre, nous, la première fois, je crois que c'est entre le 30 décembre 2018 et le 5 janvier 2019. Oui. Il y a une réunion secrète à laquelle... Oh, pas secrète. Pas secrète. Pas secrète, il y a eu une... Au Palais Royal. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc, c'est dans le cadre de mes efforts désespérés pour organiser, structurer cette révolte et essayer de le transformer en mouvement. Tu te souviens certainement qu'à ce moment-là, c'est au hasard, encore une fois, de la sortie d'un plateau. Je suis à la recherche de soutien. Pour organiser, il va falloir un soutien des soutiens de toute nature. Et je tombe sur le docteur Kierzek. Certains diront le sinistre docteur Kierzek maintenant, mais à l'époque c'est simplement le docteur, le consultant médecine du groupe TF1, qui m'aborde avec sympathie. Comme beaucoup de gens, je l'ai dit, à ce moment-là, tout le monde est plus ou moins de connivence avec les Gilets jaunes. Et je lui dis, écoutez, moi je cherche désespérément à organiser quelque chose, des soutiens, parce qu'on a besoin de logistique, on a besoin de plein de choses. Et il me dit, je me demande si vous contactiez Alexandre Jardin, je me demande s'il ne pourrait pas vous aider. Moi... Bon soldat, je contacte Alexandre Jardin, qui immédiatement est pris d'un enthousiasme échevelé pour cette perspective. On se rencontre et c'est donc de cette rencontre que se formalise l'idée d'une coordination nationale des Gilets jaunes et une première réunion visant à rassembler... Je coupe ce maudit téléphone, oui. Visant à rassembler au moins les Gilets jaunes de plateau, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les Gilets jaunes de réseau dont je t'ai parlé, Zaludotsky, Nicole, etc., sont fermés à toute approche collective. C'est-à-dire que c'est leur mouvement. Ils veulent s'approprier ce truc-là. Ce qui n'est pas absurde. Oui, d'une part, c'est vrai qu'ils jouent un rôle important dans l'organisation des initiatives de rue. Et faut dire aussi, je me rends compte ce que ça peut apporter comme bouleversement dans leur vie et aussi comme valorisation. Donc ils ont très peur d'être confrontés à d'autres, se retrouver dans un collectif. Et donc, ils restent en marge. Mais tous les Gilets jaunes de plateau vont s'associer, accepter de participer à cette idée de coordination. Et donc il y a une première réunion qui est organisée, alors là tu vas encore trouver ça amusant, toi qui le dis, tout proche de l'Arc de Triomphe et de l'avenue des Champs-Élysées, chez un photographe de Paris Match, bien connu, et qui donc est là. À cette réunion, il y a donc viennent un certain nombre de figures médiatiques de cette révolte, plus des gens que je ne connais pas. Alors en même temps, c'est normal, je connais pas je sais que Alexandre Jardin a un répertoire comme dont des journalistes de Paris Match. Dont des journalistes, mais ça va bien au-delà des journalistes de Paris Match. Et c'est comme ça qu'on voit débarquer un ancien directeur des renseignements généraux, qu'on voit débarquer des gens d'un groupe qui s'appelle Refondation, avec d'anciens secrétaires d'État, avec lesquels Régis Passérieux, par exemple. Il était secrétaire d'État. Je crois qu'il était. Oh, j'ai un doute, Régis Passérieux. Non, je te vois venir, non, mais enfin, en tout cas, énarque.
Ça, on ne peut pas lui retirer. Chauve surtout. Et chauve. Non, mais ça lui résiste, c'est beaucoup résiste. Et sa mouvance proche, donc organisée dans Refondation, bon, probablement des liens évidents avec la franc-maçonnerie, mais c'est comme ça, après tout, pourquoi pas, hein. Donc tout ce petit monde se retrouve, il y a y compris j'ai oublié de le mentionner, le pauvre il est décédé depuis le forgeron du Vaucluse. Il est Christophe Chalençon. Oui, Christophe Chalençon, Oh, il est décédé il y a un an à peu près. Un an et demi. Il a peut-être attrapé quelque chose dans les geôles, parce qu'il avait, il a fait pas mal de garde à vue suite à ses appels à l'insurrection. Mais donc il est décédé. Mais donc il est là aussi. Enfin bref. Qui était lui, en effet, le représentant des Gilets jaunes. Plutôt du Sud, qui feront venir Matteo Salvini, ou je crois, l'entourage de Matteo Salvini, à Montargis, tout à fait, dans le groupe Mestian. Voilà, exactement. Est-ce que Olive fait partie du groupe Montargis à l'époque? Absolument pas. Absolument pas. Olive aussi, c'est indépendant. Et donc, tout le monde se réunit, ça c'est fin décembre, et on se fixe une deuxième réunion. Précisément le 4 janvier, auquel va participer quelqu'un que vous connaissez bien, il est assis à ma droite, il s'appelle Éric Vérag, contacté par... On ne dira pas qui, mais d'ailleurs on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas son prénom. Mais c'était une réunion, moi je te dis mon point de vue, qui déjà signait la mort des Gilets jaunes, parce que on voyait bien, moi je te dis ce que j'ai vu ce 4 janvier, les services étaient à la manœuvre pour torpiller le truc. C'est-à-dire que tu avais toutes les méthodes Trotsko pour bananer une réunion, et c'était organisé pour que rien n'en ressorte. Tout à fait. Tout à fait. Et en effet, il n'en sort pas grand-chose, si ce n'est la perspective d'une nouvelle réunion en province. Voilà. Qui aura lieu ou pas? Eh oui, mais alors en attendant, entre les deux, il va y avoir un putsch. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que ces figures de plateau vont avoir une terrible crainte de dépossession. D'abord, ils sont maintenant, à ce moment-là, le 4 janvier, ils ont rejoint mon idée d'investir le champ institutionnel, de constituer une liste. Et il ne faut pas rêver, hein. Avec le système français, si tu fais 5%, tu as 5 élus. Alors les places sont chères. Si tu en fais 10, tu en as 10, c'est pas mal. Aux européennes. Bon, si tu en as 10, c'est pas mal, mais il y a la parité. Bon, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et ils arrivent à une réunion dans laquelle il y a, outre Barnaba qui est des leurs, mais qui quand même, pas tout à fait le même milieu, outre Alexandre Jardin, qui est quand même... intellectuel, un écrivain, bon, c'est pas non plus tout à fait... Des beaux quartiers. Des beaux quartiers. On connaît l'histoire de sa famille. Voilà. Excuse-moi, ils ne connaissent pas l'histoire de sa famille. Ses relations avec Macron sont quand même un peu ambiguës. Elles ont été... Bah oui, il a clairement, mais il s'en est pas caché. D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré, il s'en est ouvert très, très franchement. Il a soutenu Macron au départ. Pourquoi? Parce que Jardin, c'est avant tout un Girondin. C'est un décentralisateur. C'est sa passion, c'est les petits maires de province. Voilà, je vais mettre les pieds. Mets les pieds. J'aime bien Jardin. Je l'ai interviewé sur cette chaîne. Il est venu à la maison. Je là-dessus, mais depuis son histoire des ZFE ou avant les ZFE. Avant les ZFE. Moi, je l'ai vu après les ZFE. C'est le premier qui m'a dit qu'il serait candidat à la présidentielle. Enfin, en passant. Je vais finir mon raisonnement. Tu mets où la limite dans l'histoire des relations ambiguës avec Macron? Tu mets où la limite entre la dissidence et l'instrumentalisation? C'est-à-dire, comment tu sais qu'un gars qui, au fond, était un soutien de Macron, n'est pas en train de jouer aux opposants pour récupérer le mouvement, pour le neutraliser? Bon, d'abord, tu sais,
tu peux absolument rien faire si à un moment donné tu ne mets pas tes appréhensions, tes doutes de côté. Si tu veux être dans l'action, tu peux agir en ayant des doutes. Bah, tu peux agir en ayant des doutes. Vis-à-vis d'Alexandre, je vais te dire, moi vis-à-vis d'Alexandre, avec une sorte de très grande naïveté, j'ai pas vraiment de doute. J'avais vu son parcours, tu sais, les zèbres. J'ai rencontré toute sa mouvance du coup, enfin une partie. De sa mouvance, des gens d'ailleurs avec lesquels on a failli faire quelque chose d'intéressant, comme Nicolas, oh merde, ça y est, c'est qui le patron? Tu vois qui je veux dire? Oui, le nom va me revenir. Les bouteilles de lait. Et qui étaient dans sa mouvance comme Zèbre. Et puis plein d'autres. Alors Richard Amalvi, bon, c'est encore autre chose. Il était là ce jour-là. Tu sais, il avait même fait une présentation. Bon, totalement décalé. Ça illustre ce que je disais sur le fait que ces gens se sont sentis complètement dépossédés. Ils se retrouvent avec des jardins, des Amalvi, trois énarques, dont Eric Draille. Je suis parti avant la fin. Oui, il est parti avant la fin, mais. Moi, ça me fait chier. D'accord, mais au départ. Blablabla. Il est là. En tant qu'ancien de l'éducation nationale, je vois tout de suite qu'une réunion n'aboutira pas. Ils se disent, voilà, on va carrément être noyé dans ce truc-là. Et donc, quelques jours après, sans m'en avertir, évidemment, moi qui suis à l'origine du truc, ils organisent une réunion en banlieue, je ne sais plus où, voilà, à laquelle je ne suis convié qu'à la dernière minute. Et c'est à ce moment-là donc qu'ils vont faire une proposition de liste nouvelle, avec comme tête de liste une jeune femme gentille comme tout. Je retire ce que j'ai dit, parce qu'elle n'est pas bête, mais qui est Ingrid Levavasseur. La rousse, flamboyante. La rousse flamboyante. De Rouen. De Rouen, exactement. En tout cas, qui est aide-soignante. Aide-soignante. Qui a 2 enfants. Voilà, famille, en plus, mère isolée, etc. Enfin, tout le profil qui va bien. Qui avait été sollicité pour faire une chronique payée sur BFM. Oui, tout à fait. Et les Gilets jaunes lui sont tombés dessus. Ah oui, elle s'est fait absolument massacrer parce que. Et pourtant, elle a refusé de la faire, cette chronique. Non, c'est une fille qui est honnête et qui n'est pas bête du tout. Mais pour la petite pas histoire, de nature à elle porter sera candidate, je ne sais plus où d'ailleurs, je crois que c'est au municipal, oui, avec un garçon, énarque, qui aujourd'hui est député socialiste. Écolo, enfin, elle est sur une liste. Elle est écolo, mais lui, son nom va me revenir. C'est un jeune loup donc elle a, d'une façon ou d'une autre, elle est sur une ligne de normalisation. Oui, tout à fait. Et donc, il constitue cette liste avec Ingrid comme tête de liste. Et puis, c'est à ce moment-là qu'intervient Bernard Tapie. Voilà. Donc là, on est en janvier. Et c'est là que Bernard Tapie fait irruption dans le paysage. Probablement contacté par Marc Doyer, qui est devenu célèbre. De Marine Morissette. Voilà, exactement. On va faire un tout petit point biographique. D'abord, on rappelle que Bernard Tapie, à l'époque, est le patron de la Provence. Exactement. Donc il a des locaux. Et c'est précisément parce que, avec le prétexte de trouver des locaux en province, donc en l'occurrence à Marseille, mon Dieu, excusez, je présente mes excuses aux Marseillais. Il offre ses locaux. En fait, ces locaux, il va s'agir d'un hangar où on stocke le papier, quoi. Hein, c'est pas non plus. Mais donc, il offre l'hospitalité à la Provence, ce qui va provoquer d'ailleurs un mouvement social au sein de la rédaction de la Provence. Et donc là, il commence à intervenir. Alors, peut-être pas tellement sur les contenus, mais comme une sorte de conseiller, quoi. Alors, voilà. On va préciser l'histoire de Bernard Tapie à l'époque. On parlera un tout petit peu de Marc Doyer. Bernard Tapie à l'époque, donc effectivement, il accueille dans les locaux de la Provence, donc ça permet au moins de savoir ce qui s'y dit. Et à l'époque, il est en phase finale de son procès
Oui, tout à fait. pour conflit d'intérêts avec Christine Lagarde. Et en mars, dans ce procès, le procureur requérera 5 ans de prison contre Bernard Tapie. Et le délibéré qui a lieu en juillet débouche sur la relaxe de Bernard Tapie. Et donc on a une particularité, c'est qu'on a un Bernard Tapie qui intervient dans une affaire politique dans le cadre d'un procès qui finalement débouchera sur sa relaxe alors qu'il était menacé. Oui, bon, moi je te cache pas que là j'ai trouvé la ficelle un peu grosse. C'est-à-dire, quelle ficelle? C'est-à-dire qu'en réalité, l'objectif, il est clairement de substituer à la constitution d'une liste crédible, électoralement, et donc référencé Gilets jaunes, un autre projet, tamponné aussi Gilets jaunes, et absolument pas crédible d'un point de vue électoral. Alors on va y venir. Voilà, donc, dis-nous pourquoi tu dis que c'est Marc Doyer, on va revenir à ce sujet important, dis-nous pourquoi tu dis que c'est Marc Doyer, donc, qui est lui gilet jaune de l'Oise. Oui, tout à fait. Morissette, qui est sa femme, et lui exploite un cabaret. Exactement, Morissette est plus âgé que lui. Tout à fait. Marc Doyer a voulu être candidat macroniste aux élections. Tout à fait. Il a été déçu. Oui. Il est devenu gilet jaune. Je ne sais pas s'il a mis les 30 000, il n'a peut-être pas les 30 000. Il a voulu devenir, donc il est devenu gilet jaune. Est-ce qu'il est proche du groupe de Montargis? C'est pas criant, c'est pas criant, c'est pas criant. On a déjeuné tous ensemble à une ou deux reprises. Non, j'ai pas vu de proximité particulière avec. Non, ça s'est aggloméré, ça s'est agrégé de cette manière-là. Peut-être d'ailleurs que Marc Doyer avait des liens aussi avec, probablement d'ailleurs avec Alexandre Jardin, peut-être du temps où Alexandre avait été dans la mouvance macroniste au début de la campagne, c'est tout à fait possible. Mais par contre, je sais que Marc Doyer avait des liens avec Bernard Tapie. Il me l'avait dit. Mais des liens de quelle nature? Je ne sais pas exactement. Parce que quand tu écoutes Marc Doyer, c'est le petit Français en position difficile, Morissette, etc. En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il il introduit Bernard Tapie dans le processus parce qu'il le connaît à l'avance. Voilà, ça il l'introduit dedans, et moi tout ce que je constate, c'est que cette formation de liste dissidente soutenue par Bernard Tapie va être dirigée par Ingrid Levavasseur, va brutalement avoir micro ouvert et caméra braquée chez BFM. Et BFM qui, je te le rappelle, c'est bien foutu. Et donc BFM va présenter cette liste comme la liste Gilets jaunes pour l'élection, soutenue par Bernard Tapie. Enfin, tu vois, là, tout est bien monté. Et évidemment, la liste que je vais tenter de porter jusqu'à son terme. Vite, quand même. Ouais. Donc cette liste Ingrid Levavasseur, une des premières, parce que tous ceux qui ont monté des listes, notamment aux européennes, aux municipales, t'en as monté. Tu sais que l'angoisse, c'est les gars qui, la veille du dépôt des listes, disent je ne suis plus candidat. Et là, tu es dans la merde, on va y revenir. Oui. Tu vas nous en parler, j'en suis sûr. Un des premiers qui fait défaut sur la liste Ingrid Levavasseur, c'est Marc Doyer qui annonce son retrait. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non, je ne peux pas te donner de raison parce que, par exemple, Marc m'avait téléphoné juste après la réunion des putschistes pour me dire écoute, c'est pas possible que tu sois pas là. Lui, il était dans la réunion des putschistes. Lui, il était dans la réunion des putschistes et il était, je crois, 7e sur la liste. Et il me dit, c'est pas possible que tu en sois pas, on aura forcément besoin de toi. Écoute, moi je te laisse ma place si tu veux. Voilà. Et d'ailleurs, j'aurai ensuite plusieurs échanges téléphoniques avec Bernard Tapie lui-même, qui me demandera de venir, de rejoindre cette liste de jeunes, en disant écoute. On va dire que Marc Doyer était jeune à l'époque, c'était
C'était gentil, c'était faire un compliment. Ingrid Levavasseur, c'était même... Il n'y avait pas Aïk Chahinian aussi sur cette liste? Ah non, Aïk Chahinian ne pouvait pas être sur la liste parce pour la qu'il n'était pas français, il n'était pas citoyen de l'Union. Exactement. Donc il était arménien, c'était pas possible, mais par contre il était pressenti pour être le directeur de campagne. Voilà. Parce qu'il passait très bien. Donc, et donc, bon, effectivement, là, j'ai trouvé que la ficelle était un peu grosse. Et que quelle ficelle? Faire émerger, c'est très simple, faire émerger une liste qui n'est pas crédible. D'ailleurs, quand la pauvre Ingrid s'est trouvée confrontée un jour sur je ne sais plus quelle chaîne, à être amenée à débattre avec Cauchy, avec Benjamin Cauchy, évidemment c'est une catastrophe, parce que Benjamin Cauchy est un vieux briscard de la politique, qui sait un peu de quoi il parle quand il parle d'élections européennes, et la pauvre Ingrid, elle ne connaît pas grand-chose, et c'est absolument mortifère pour ce type de projet. Et donc, oui, je n'avais pas noté au départ la présence de Cauchy, qui à l'époque est donc membre de Debout la France, en fait, il s'appelle peut-être pas encore je pense qu'il n'est pas encore affilié de Debout la France à l'époque. Moi je crois que si. On pourra lui demander. En tout cas, oui, on pourrait lui demander. Enfin, en tout cas, lui, c'est un vieux briscard issu de la mouvance GUD, etc. Voilà. Donc, c'est un ancien du GUD, Cauchy de cette mouvance-là, en tout cas, oui, à Sasse. Oui. Cette famille de pensée. Cette famille de pensée. Voilà. Donc tu te retrouves avec Ingrid Levavasseur, tu vois que cette liste est bancale. Explique-nous le rôle de Tapi. Quand tu discutes avec Tapi, quand il t'appelle en disant « venez, rejoignez-nous », c'est quoi le fond de ses arguments? C'est quoi son portage politique, si j'ose dire? Chez Tapi, il n'y a pas de discours politique. Il n'a pas l'intention de donner du contenu, si tu veux, de la matière à la liste. Question de savoir quelle est la position par rapport à l'Union européenne, quelle politique les élus pourraient soutenir ou pas, à quel groupe participer. C'est pas son affaire. Son affaire, moi, il me demande de venir parce qu'il me dit voilà, c'est un groupe de jeunes sympas, votre présence crédibiliserait le machin. Il faut quelqu'un comme vous qui tienne la route, quoi. Voilà, c'est ça. Il veut rassembler. Voilà, il veut jouer le rôle de rassembleur. Il veut jouer le rôle de rassembleur tout en maintenant effectivement l'idée que le projet initial, celui auquel tu avais non pas participé mais en tout cas assisté, n'aille pas au bout, quoi. Si j'émets l'hypothèse que dans le cadre de son procès politique, Tapi dit à Macron « je vous gère l'affaire Gilets jaunes, en échange j'ai une relaxe, et je me charge de les ridiculiser, de les neutraliser », est-ce que je te parais extrêmement complotiste dans mon approche? C'est une hypothèse tout à fait crédible, voilà, mais que je ne peux pas confirmer par des faits. Mais le fait est que c'est ce que j'ai pensé, voilà. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, on se retrouve donc avec cette liste bancale, avec des défauts rapides, c'est-à-dire que Marc Doyer, qui en est un peu l'instigateur, se retire très vite, donc il tire quand même le tapis sous les pieds d'Ingrid Levavasseur. Pardon. Excusez-moi, c'est très grossier. Je suis malade, je suis allergique. Cette liste est en fait une liste qui va tourner, qui n'existera pas d'ailleurs. Non, qui n'existera pas. Ça va neutraliser beaucoup d'énergie militante. Tout à fait. Une technique bien connue, on occupe les gens avec des hochets, puis à la fin on dit que ça ne sert plus à rien, ça ne marche pas. Il y a combien d'autres listes de gilets jaunes qui sont prévues à ce moment-là pour les élections européennes? On est en janvier 2019. À ce moment-là, il n'y a que le projet que je porte, donc qui va s'intituler Jaunes et citoyens, et puis cette liste-là qui est baptisée RIC. Bon, liste RIC, le RIC étant ce qui est les toutes premières semaines de la révolte des Gilets jaunes, ça porte. Les aspirations portent sur les questions de pouvoir d'achat, de services publics, de justice fiscale, d'abandon du territoire, ok. Ça, c'est les toutes premières semaines. Et puis, quand Macron intervient
pour désamorcer le truc en disant qu'il renonce à en lançant l'augmentation de la prime d'activité et commençant à évoquer une grande consultation, donc le grand enfumage qui suivra, il y a forcément une régression dans la mobilisation, dans le mouvement. Les gens sont à l'usure. Voilà, les gens commencent à être déçus et ils se disent bon bah qu'est-ce qu'on va obtenir concrètement, c'est difficile et ils vont se jeter sur un aspect qui était effectivement présent dès le départ du mouvement, qui est le besoin que notre voix compte, le besoin d'être entendu, et donc le besoin de davantage de démocratie directe. Voilà. Et c'est à partir de là qu'ils vont chercher, notamment chez Jouard, et chez un certain nombre d'horizontalistes comme ça. Chouard n'est pas un horizontaliste, c'est un homme d'assemblée. Ce qu'il veut, c'est que les gens se réunissent tout le temps pour discuter au lieu d'aller travailler. C'est un prof. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Un prof qui a des problèmes avec l'histoire aussi quand même, puisque. Bon, je ne rentre même pas dans ce débat. Bon. Pourtant, il y a des anecdotes amusantes. Bon, enfin, lesquelles ? Vas-y, dis, puisque. Si, c'est interviewé, je ne sais plus, alors je sais pas, mais malheureusement je ne sais plus, au cours d'une interview... oui, la fameuse, sur l'Holocauste. Oui. C'est tellement le gars qui prend son stylo et qui dit, vous dites, je ne sais pas, mais je vais noter pour faire des recherches. Ça c'est magnifique, il faut oser. Bon, mais cela étant... voilà, le RIC a effectivement un certain nombre de gilets jaunes, c'est plus ceux de la première phase, mais de la deuxième phase vont s'approprier ce slogan, ce mot d'ordre de RIC, d'instauration donc du référendum d'initiative citoyenne en toute chose, en tout domaine, voilà, pour donner un peu une perspective, si tu veux, aux actions. Étant entendu qu'au fil des semaines, la seule perspective va devenir la confrontation avec l'appareil policier de l'État. Mais bon, il y a cette phase de RIC. Et c'est pour ça que cette liste s'appelle RIC. Alors il n'y a que ces deux-là, plus une troisième qui pointe à l'initiative de Francis Lalanne. Voilà. Francis Lalanne... a intention... je salue Francis Lalanne. Voilà. Je lui donne la parole quand il veut, je ne l'oublie pas. Oui, je vais en parler très gentiment, parce qu'on a beaucoup échangé, Francis et moi. Francis Lalanne envisage de monter une liste. Et bon, évidemment, c'est pas facile, parce qu'il n'a pas forcément tous les contacts pour... et donc, il va se rapprocher de moi. En clair, il m'avait invité à un resto à Paris, sympa. Bon, voilà. Bon resto ? Oui, sympa. Un bon petit resto sympa. Et moi, je découvre, je ne connais pas Francis Lalanne, je découvre. Moi, je l'avais surtout, je le voyais à travers ses prestations médiatiques, notamment liées au football. Il parle football, Lalanne ? Bon. C'est l'égérie de l'équipe de France de foot au moment des grandes compétitions. Parce que veut dire le mot égérie, mais... c'est le... Francis Lalanne. Oui, c'est celui qui porte le mouvement supporter. Oui, tout à fait. Et donc je le connais à travers ce type de personnage. Toi qui aimes le foot ? Moi qui suis très compétent en la matière. Et évidemment, comme ancien chanteur, voilà, enfin ancien chanteur, c'est méchant parce qu'il continue à avoir non, mais je veux dire, au niveau de la popularité, évidemment, c'est pas comme ses premiers succès. Et pas seulement d'ailleurs, et je découvre quelqu'un qui a multiples facettes, beaucoup de talent dans plein de domaines, et qui est un type cultivé, intéressant, intelligent, bon, voilà. Donc on discute, et il me propose qu'on fasse quelque chose ensemble, ou plus exactement, il me propose de soutenir le projet que je porte. Bon. Très modestement d'ailleurs, de manière très désintéressée.
Bon. Donc évidemment, j'accepte et au passage, il y a une grande question qui taraude tout le monde. C'est bien beau de présenter une liste. Déjà, c'est pas facile effectivement de réunir 77 noms dont la moitié de femmes, moitié hommes. Voilà, et puis qui vont pas se désister, comme tu disais au dernier moment. C'est déjà pas simple. Mais enfin, c'est peut-être pas le plus insurmontable. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est le mur de l'argent. Parce que pour avoir ce que j'appelle la visibilité administrative, c'est-à-dire avoir des bulletins de vote, des professions de foi et des affiches officielles à mettre sur les panneaux, c'est 800 000 euros. Voilà. Donc 800 000 euros, quand tu penses d'ailleurs en plus que la pratique du crowdfunding est interdite, en clair, le système a tout verrouillé pour que seuls les partis adossés à l'argent public puissent y arriver. Voilà. Bon. Les autres, sinon ils peuvent. Et d'ailleurs, on verra, je ne sais pas combien il y a eu de listes, mais c'est considérable. Mais alors, il faut imprimer ses bulletins soi-même, et puis... Oui, et puis c'est infaisable. Voilà. Il y a plein de gens qui s'amusent à faire ça. Donc, bon, mais lui, il a un avantage. C'est qu'il a un ami proche qui... s'appelle comment ? Qui s'appelle Jean-Marc Governatori, qui est un personnage public, qui est écologiste. C'est un ami de Tapi, Governatori, ou pas ? Non, pas à ma connaissance. Governatori, donc, qui a élu une très ancienne, très vieille amitié. Entre Lalanne et Governatori. Entre Lalanne et Governatori. Et Governatori propose effectivement de financer un projet. Et donc, évidemment, je suis nécessairement intéressé parce que je sais bien que ça risque d'être compliqué de réunir ça. Et donc, on va commencer à travailler ensemble. Ça va durer quelques semaines. Donc, Governatori, Lalanne et moi. Et toi. Bon, et moi, et ceux qui sont dans le projet que je porte. Et puis, ça va durer quelques semaines, et au bout de quelques semaines, on va gentiment se séparer, parce que Jean-Marc, et c'est bien compréhensible, souhaite que Francis, et Francis aussi, occupe une place finalement prépondérante dans le projet. Tu veux dire qu'il soit tête de liste ? Voilà, par exemple. Donc ils t'ont niqué. Donc, ils n'ont pas niqué, c'est pas comme ça que ça se pose. Non, c'est pas comme ça que ça se pose. Ils t'ont paniqué. Mais voilà, pour moi, ça pose problème parce que je considère que Francis n'est pas, malgré toutes ses compétences et ses qualités, et pas par rapport à l'image de cette liste, c'est pas la personne la mieux placée. Donc, du coup, très gentiment, on va se séparer et je vais donc être obligé de chercher des financements ailleurs. Et dans un premier temps, je vais les trouver. Voilà, je vais les trouver grâce à une connaissance qui s'est faite. Steve Bannon. Pas du tout, qui s'est faite dans les studios de Sud Radio. Sud Radio m'a. Quand un certain nombre de médias m'ont invisibilisé ou banni, Sud Radio a pris le relais et m'a vraiment bien promu, enfin du moins bien ouvert le micro. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Jean-Luc Touly. Touly qui était chroniqueur à Sud Radio, un personnage aussi un peu haut en couleur. On va, avant de parler de Touly, que j'adore, puisqu'en fait c'est un petit monde, on se connaît tous là-dedans. Mais oui, bien sûr. Pour finir sur la liste Lalanne Governatori qui elle va déboucher, oui. Est-ce que Governatori va réellement payer les 800 000 euros ? Non, bien sûr que non. Il va payer combien ? D'après ce, bon, je dois pas. D'après ce qu'il m'a dit, 200 000 euros, je crois. Et le reste a été payé par qui ? Mais il n'y a pas eu de reste. Et c'est la raison pour laquelle la visibilité a été quasi nulle.
Et les 200 000 euros, c'est vraiment Governatory qui a fait le chèque? Je pense, écoutez, moi j'étais pas là, encore une fois, c'était plus ma liste, c'était plus mon problème, mais tellement de choses. les échanges que j'ai pu avoir avec Jean-Marc, voilà, c'est ce que j'en ai retenu. C'est ce que j'en ai retenu. Voilà. Étant entendu qu'il savait très bien que cette liste n'avait aucune chance d'atteindre le seuil de remboursement qui, je te rappelle, est de 3%. Voilà, il le savait, il a fait procéder à des sondages avec Francis comme tête de liste, mais aussi avec Jérémy, je crois, ou d'autres, parce que finalement, effectivement, le groupe de Montargis s'est rapproché donc de Francis Lalanne et Governatory parce que cette perspective de financement, quoi. Et donc il a fait plusieurs tentatives, plusieurs tentatives de sondage pour voir ce que ça donnait, et dans aucun des cas il ne dépassait le 1%. Donc on en a parlé quelques jours avant la clôture des candidatures, et donc je savais qu'il ne mettrait pas à 800 000, c'était pas possible. Mais en même temps, son amitié avec Francis fait qu'il est allé quand même jusqu'au bout. Voilà. Non, attends, mais moi je suis très neutre. Hein. Maintenant, j'ai entendu tellement de choses sur les maintenant, sujets. pour en revenir à mon ami Jean-Luc, je crois qu'on s'est perdu de vue. Ancien de la CFDT. On s'est perdu de vue, oui. Proche. Un peu comme moi, lanceur d'alerte devant l'éternel, sauf que moi c'était dans la fonction publique territoriale et lui dans le privé, à Veolia, un proche d'ailleurs de Gilbert Mitterrand. Daniel Mitterrand. Daniel, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Gilbert. Gilbert, c'est le fils. Voilà, c'est pour ça. Du coup, j'ai Daniel féminisé était le vraiment fils. une femme. J'ai féminisé le fils. Oui, ça va. Ne glissons pas. Donc, le fait est que, voilà, il avait été proche de Daniel Mitterrand. Mais il était dans la fondation, Daniel Mitterrand. Oui, tout à fait. Ça a été un proche collaborateur. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que finalement. Enfin, on en parlera après. Non, on en parlera après. Ben non, mais ce qui est marrant, c'est que finalement, il va aboutir sur la fusion de listes entre Jaune et Citoyen et la liste des Patriotes. De Florian Philippot. Bon. Mais ça, bon, c'est la dernière phase. Et donc, oui, Jean-Luc a, une piste sérieuse de financement. Même chose, réseau d'amitié. Et donc, le seul problème, et c'est la raison pour laquelle Jaune et Citoyen n'ira pas au bout, c'est que les financeurs de cette liste ont une certaine surface financière, donc, mais quand même, 800 000, ça pique. Donc, ils ont besoin d'un sondage qui au moins donne la perspective, même si ce n'est pas une certitude, de pouvoir retomber sur ses pieds, de voir les fonds. Et malgré tous les efforts qu'on aura pu faire pour truquer les résultats du sondage, pour faire introduire la liste Jaune et Citoyen dans le panel de consultation des Français, on n'y arrivera. Aucun institut ne le fera. Et donc, n'ayant aucun élément tangible pour... finalement, ils ne financeront pas. Et donc, cette liste, la Jaune et Citoyen, va se retrouver composée, incomplète, elle est prête. Oui, mais sans financement. Alors bon, on ne va pas effectivement imprimer nos bulletins nous-mêmes, comme vont le faire finalement d'autres listes référencées Gilets jaunes, comme la liste que va monter, même si je ne crois pas qu'il en était tête, mais notre forgeron du Vaucluse, Chalençon, qui avec le soutien de Putsch va faire une... une Putsch de Nicolas Vidal. Ouais, le monde des petits. Le monde des petits. Va essayer de monter quelque chose, et puis ils iront au bout, si je ne me trompe pas, ils sont allés jusqu'au bout, mais voilà, ils ont fait leur bulletin eux-mêmes, enfin bon... je ne sais pas combien ils ont rajouté, quelques milliers de voix ou quelques centaines de voix, je ne sais pas. Voilà. Et donc, en référence liste Gilets jaunes, il n'y aura finalement que la liste Francis Lalanne. Francis Lalanne, c'est entendu que Jaune et Citoyen va donc fusionner, c'est-à-dire que les choses se sont faites aussi assez curieusement. Je t'en avais parlé encore il y a quelques heures. Sophie de Menton, qui était aussi
chroniqueuse à Sud Radio, et qui connaissait très bien Jean-Luc Touly. Jean-Luc Touly va solliciter Sophie de Menton pour voir si on ne pourrait pas avoir un petit coup de main financier. Et Sophie de Menton, adorablement, va répondre je vais faire ce que je peux, etc. Mais comme elle ne peut pas grand-chose. Et là, elle sort des liasses de billets de 500 voilà, euros. Comme elle ne peut pas sortir de liasses de billets de 500 euros, à tout le moins, comme elle veut se montrer ouverte, généreuse et tout, elle m'invite, en tête de liste, avec aussi la participation de certains de mes colistiers, à présenter notre programme dans le cadre d'une manifestation qu'elle organise en réunissant un panel de 150 chefs d'entreprise dans le prestigieux, dans les hôtels du cercle de l'Union interalliée, au 33 de la rue des Faubourgs Saint-Honoré, enfin vraiment le truc, voilà, avec toutes les têtes de liste. Il y a juste Bardella qui n'est pas là parce que, comme c'était des chefs d'entreprise, Marine Le Pen a préféré prendre la place parce que c'est quand même peut-être pas trop qu'il y ait une bêtise de dite. Comme tu es taquin. Oui, un petit peu. Voilà. Et donc, mais sinon, il y a toutes les têtes de liste. Alors, c'est une occasion pour moi d'échanger avec Marine Le Pen. Et là, je croise Florian, qui est Philippot, on ne s'est jamais vu, hein, tout. Bon, on échange quelques mots dans les couloirs. Bon, voilà. Nos problèmes précisément pour faire vivre nos listes, parce que lui aussi il a un problème de financement. Il avait. Oui, il avait à ce moment-là un sérieux problème de financement. Et en fait, ce sont ces colistiers qui, certains, apportent des sommes importantes pour pouvoir exister. Hein, il y en a même qui vont jusqu'à gager leur logement. Il y a des cinglés, oui. Je te laisse les appréciations. Non, mais attends, tu sais très bien que ça fait partie des tartes à la crème. Oui. Les disputes de remboursement, de financement entre colistiers. Tout ça pour dire qu'on se voit à cette occasion-là. Et quand je vais me retrouver sans financement possible, eh bien, je vais contacter Florian, parce que moi je suis Frexiteur de conviction. Bon, c'est pas ce que j'ai porté au début de la campagne, parce que précisément dans la liste que je portais, la majorité des gens étaient pour ce que j'appelle une tarte à la crème, de réforme de l'Union européenne. Bon, et donc moi, en bon porte-parole, je défendais ça. Mais voyant qu'on ne pourrait pas aller au bout, je dis je vais contacter les Frexiteurs, et donc j'essaie de joindre Asselineau. On n'a même pas accès à sa secrétaire, verrouillé. Son secrétaire. C'est pire que. Non, en l'occurrence, c'était sa secrétaire. C'est pire que. La reine d'Angleterre. Oui, ou pire que l'OCI dans les bonnes années, cher à Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est vraiment le fonctionnement sectaire, et il n'y a pas moyen. Tu vas encore me fâcher avec les asselinistes. Et donc, alors que c'est un très bon vivant. Il a mangé chez moi une dorade, je l'ai vu boulotter une dorade, oui. Il était rayonnant. C'était une dorade de ligne. Écoute, alors c'est une dorade de ligne. Bar d'ailleurs, c'est un bar sauvage. C'est magnifique. Il lui a fait honneur. C'est magnifique. Il rayonnait. C'est magnifique. Donc, pas rien du côté d'Asselineau, Kuzmanovic, pas grand-chose non plus comme réaction. Par contre, quand j'en ai parlé à Florian, lui, il a sauté sur l'occasion. Il était très intéressé. En plus, il savait qu'on avait une certaine proximité de vue sur un certain nombre de sujets. Donc, il était ravi. Et puis, et c'est ainsi qu'on a fusionné nos deux listes, avec le gros problème qu'il a eu, c'est que moi, je ne lui apportais pas les fonds qu'il espérait pour pouvoir. Ce qui fait que cette liste, qui était donc la liste Patriote Gilets jaunes, c'était ça les jaunes de la patriotes. Liste. Voilà. On n'a pas eu les moyens d'être visible partout. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple révélateur. Pendant la campagne, on est allé à Colombey. Et à Colombey, Florian
était très populaire. On a pu le mesurer en allant dans le resto, là, tout le monde venait faire des selfies, des machins, etc. Et donc, résultat de l'élection à Colombey, la liste Patriote et Gilets jaunes, 0 voix. Pourquoi il y a eu 0 voix? Parce que tout simplement, il n'y avait pas de bulletin. Voilà. Oui, non, attends, Donc, je sais ton côté très Philippot de les Français sont des gens magnifiques, mais en même temps, les gens s'ils veulent, ils peuvent aussi imprimer leur bulletin. arrête, ça faut être militant pour ça, voyons. Tu es d'une exigence à l'égard de nos chers compatriotes qui peut... Je ne les prends pas dans le sens du poil pour avoir leur voix, c'est ça la différence. Je leur dis que s'ils veulent bouger leur demande... Non, mais il peut t'arriver quand même de solliciter les voix en question. Oui, mais... Bon, non, alors, excuse-moi, tu peux quand même pas non plus dire, je vous laisse tomber. C'est pas ça. Non, alors. C'est qu'il faut avoir la clarté de dire que si on veut gagner la bataille contre les mondialistes, oui. C'est pas en étant... On a quand même un sacré terrain commun, là. Oui, mais si malgré toutes nos engueulades... non, mais si on veut gagner la bataille contre les mondialistes, c'est avec des militants déterminés. Oui, c'est pas avec des ouin-ouin qui trouvent que la vie est dure. Mais on est d'accord. Et monsieur, on n'a pas pu faire mieux. On est d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une variété qui se fait de plus en plus rare compte tenu de notre décadence sociétale. La responsabilité des politiques, c'est d'entretenir ça. C'est ce que je reproche à Philippot, c'est au lieu de secouer les gens en leur disant c'est pas en vous laissant aller dans la plainte que vous allez gagner contre les mondialistes. Ah mais vous êtes des gens magnifiques. Moi je pense qu'il faut dire aux gens vous êtes avachis, si vous voulez réellement gagner contre les mondialistes, il va falloir vous mettre au boulot. Et ce discours-là il est très impopulaire, mais si on veut gagner, c'est comme ça. Mais sinon on peut en effet se dire on va constater la défaite. Mais on aura eu des voix, on aura eu un mandat, mais on ne pouvait pas faire mieux. Pour moi, c'est le choix de la facilité. Moi, je pense qu'on fait de la politique, c'est pour gagner. C'est pas pour se plaindre. Ni pour avoir des mandats et gagner de l'argent. Non, mais il ne s'agit pas de se plaindre. Il s'agit pas de se plaindre, mais il s'agit aussi d'avoir une stratégie politique qui permette de faire avancer précisément nos projets. On a un projet commun qui est de lutter contre le mondialisme. Ça nécessite une stratégie électorale. Et il y a une différence entre une stratégie militante, qui consiste précisément à essayer de faire entrer dans l'action et le plus fermement possible un certain nombre de ce qu'on appelle une avant-garde. Ni l'un ni l'autre ne sommes léninistes, mais c'est un petit peu ce que... Voilà, pas de problème avec non, mais d'ailleurs il y a encore... Je suis anti-communiste, mais je trouve que l'idée qu'il y ait une avant-garde déterminée qui pousse la révolution, ça me va. La question, c'est qu'est-ce qu'elle met en place. C'est bien. La question, c'est qu'est-ce qu'elle met en place. Ah oui, bien sûr. Non, mais tout à fait. Mais le fait est que stratégiquement, dans l'action révolutionnaire et dans la perspective de conquête de pouvoir révolutionnaire, le fait est qu'il a eu une certaine efficacité. Bon, maintenant, fermons la parenthèse, je veux dire qu'il faut précisément avoir double stratégie, me semble-t-il, une stratégie électorale et une stratégie pour effectivement secouer le cocotier. Mais c'est pas forcément la même. Oui, mais enfin, l'une et l'autre doivent être menées en même temps. Aujourd'hui, on voit juste une stratégie. On fait des vidéos sur YouTube. Tu peux pas me faire le reproche, moi. Tu peux pas m'en faire le reproche, moi. Tu peux pas m'en faire le reproche. Si, je te fais le reproche de ne pas dire clairement aux gens. C'est pas en vous complaisant dans la jérémiade de ils sont méchants avec nous, mais on peut rien faire, qu'on va changer la vie. Écoute. Tu sais que je suis candidat au municipal dans ma petite sous-préfecture du Blanc. Sous-préfecture au Blanc. Mais oui, tu sais, il y a encore pire. Dans le département de l'Indre, tu as aussi une sous-préfecture à La Châtre. C'est plus gros La Châtre. Non, c'est plus petit. C'est 5000 habitants La Châtre. Même pas. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'Indre, 2000 habitants, c'est une cité, quoi. Donc, non. Mais il est clair que quand je recrute des gens pour être sur la liste, c'est ce que je leur dis. Il faut se bouger, il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus, il faut qu'on se prenne en main, etc. Bien sûr. Mais quand tu t'adresses à l'électeur qui, lui, tu vas lui proposer un projet, tu peux pas faire autre chose que lui proposer un projet qui a été élaboré précisément par des gens qui ont envie de se bouger le cul. Comme vous voyez, nous avons encore des années d'émissions devant nous. Puisque la réponse que je vais te faire amicalement, c'est que si on veut qu'il y ait des électeurs qui se présentent aux élections, qui militent, qui s'engagent,
il faut les faire vivre dans une société fondée sur la responsabilité. Tout à fait Et d'accord. que tant que nous serons gavés d'aides sociales au nom de ouin, c'est trop dur la vie, on aura des avachis qui se diront mais vous me devez la protection et la sécurité, monsieur. Parce que la vie, vous comprenez, il est hors de question que je prenne des risques. Or, vivre, c'est une prise de risque quotidienne. Voilà. Dire aux gens la protection, c'est dans vos fantasmes. Enfin, toutes les espèces humaines, tous les groupes humains qui ont été protégés ont disparu parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Mais tout le monde n'a pas, mon cher Eric, ta force de caractère et tes capacités. Si, et ça, il faut. je crois à l'égalité. Voilà, tu Je crois à pense l'égalité. Non. tout le monde Moi, peut je l'avoir. crois à l'égalité en droit. Je ne crois pas à l'égalité tout court. Voilà. Et donc ça, c'est ce que Marx dénonçait. C'est la différence entre l'égalité réelle et l'égalité légale ou théorique. Et moi, je crois à l'égalité réelle. Ben écoute, Vous voyez, on n'est pas d'accord. non. Bon, en tout cas, merci du temps que tu as passé. Mais c'est moi qui te remercie. Avec C'est un nous. plaisir d'échanger avec toi. Après, on va se foutre. Ah oui, ça c'est clair. C'était important que les gens aient l'histoire cachée des Gilets jaunes, encore que ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie. Ça n'est qu'une Bien partie, d'autres. évidemment. Évidemment, il y a plein d'autres aspects, mais pour lesquels, à partir du moment où je ne peux pas apporter d'éléments de témoignages précis et sincères, mais seulement des supputations, je préfère m'abstenir. C'est mieux, parce que Je laisse ça au il y a des lois. monde journalistique. Il y a, et- il y a des lois sur la presse. Et Il y a ça on peut aussi, pas oui. dire ce qu'on veut. On s'en refera de toute façon, puis peut-être même que j'irai au blanc, mais il n'y a plus de train au blanc. Mais non, il n'y a plus rien. Il faut faire comme moi, il faut prendre une petite automobile. Mais j'ai pas le permis. Ça, c'est embêtant. Je suis marié, je peux pas Mais avoir oui, les mais deux. tu as une femme qui a son permis. Oui, mais il faut que je la convainque d'aller au blanc. Ah, ça, je dois dire que, évidemment, c'est une tâche qui va te prendre beaucoup Et là, je pense que va falloir d'efforts. beaucoup de cadeaux. Va falloir Beaucoup de cadeaux, c'est sûr. Bon, Non, c'est des blagues. on peut se retrouver à mi-chemin, par exemple, ou au tiers de chemin à Paris, ou quelque chose Paris, comme ça. c'est mieux. Pourquoi pas? C'est des blagues. J'aime beaucoup le blanc, et le noir aussi, le jaune, le mais, vert. mais évidemment. Bon, merci Jean-François. Merci à toi. Et puis à bientôt mes amis. Et puis si vous avez des questions complémentaires sur l'histoire des Gilets jaunes, posez-les en commentaire. Et je rappelle que les commentaires injurieux, les attaques ad hominem, je vire les commentaires parce que le débat démocratique, c'est pas ça. À bientôt.